Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui donc on va interviewer un candidat aux législatives, donc les législatives qui viennent au mois de juin. J'ai pas regardé les dates exactes mais il saura mieux vous en parler que moi. Marc Chinal qui est un candidat post-monétaire, donc il va vous expliquer un peu tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Et donc Marc, je vais te laisser te présenter rapidement et nous dire un peu qui tu es, et quel est ton parcours militant et politique. Eh bien, bonjour. Je m'appelle effectivement Marc Chinal. J'ai environ 52 ans, parce que je ne les ai pas encore, mais presque. Je suis donc post-monétaire, mais avant, j'étais plus sur l'objection de croissance aussi, donc les décroissants. Parallèlement, enfin, j'étais toujours quand même pour un monde sans monnaie parce que ça simplifiait beaucoup les choses. Et voilà, je me suis présenté plusieurs fois aux législatives avec ces idées. Avant, je m'étais aussi présenté d'une manière plus light pour des cantonales en 98 pour promouvoir le savoir et la communication. Donc voilà, et puis voilà, mon leitmotiv, c'est ce qu'on met dans notre, comment dire, dans notre programme pour les élections, puisqu'on part à plusieurs dans ces élections législatives. Donc, la base, c'est augmenter le niveau de connaissance de chacun pour permettre une démocratie réelle directe et réfléchir sérieusement à construire une économie post-monétaire. D'accord, mais donc là, je vais juste revenir un peu. Tu étais un peu rapide. T'es devenu décroissant à la naissance ou il y a quand même eu un parcours de pensée pour en arriver là? En fait, c'est avec des amis, c'est un peu décalé, c'est-à-dire que je suis un cycliste depuis tout jeune. Et dans des manifs à Lyon pour une ville sans voiture, et ça remonte à très très loin, à 25-30 ans. Dans la manif, j'ai fait la connaissance de Vincent Chenet, qui est le rédacteur en chef du journal La Décroissance. Donc depuis, on se connaît, et puis voilà, c'est pour ça que j'ai été sensibilisé à la décroissance. Mais parallèlement, enfin, en fait, avant, j'étais quand même déjà post-monétaire parce que c'est vers les 16 ans que j'ai eu un déclic lors d'une, comment dire, un travail à faire par le prof de français qui nous avait donné un sujet, imaginer une société idéale. Et j'étais parti sur cette idée de monde sans monnaie, sans savoir que d'autres y avaient réfléchi avant, etc., etc. D'accord, ouais, non, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est des rencontres. Moi, je sais que c'est beaucoup mes amis de fin de collège et de lycée qui m'ont sensibilisé aux questions politiques et qu'ensuite, il y a eu le choc de 2002 qui fait référence à ce qui se passe aujourd'hui, où ce deuxième tour nous avait énormément surpris et on s'était mobilisé en tant que lycéens, on était sortis dans la rue et peu à peu, voilà, on a une conscience politique qui s'est mise en place. Et puis ça a perduré. Donc ok, toi c'est donc une rencontre comme ça dans une manifestation, et un prof. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de ce prof qui était un peu via son interrogation de français à sensibiliser à la politique. Donc j'ai vu dans ton programme qu'effectivement vous voulez augmenter les connaissances des gens, notamment en psychologie, en philosophie, en économie. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi ces différentes matières-là, et est-ce que ça apportera à chacun pour la politique en particulier? Eh bien, oui, bien sûr. On va commencer par le sujet de la psychologie. En fait, on a tous un cerveau, mais on n'apprend pas comment se fait le traitement de l'information par ce cerveau. Et moi, je trouve ça assez incroyable. Alors bon, il y a plein de raisons historiques dans cette science de la psychologie qui a rendu un peu tout ça complexe, pour rien. Mais voilà, pour moi, faire société humaine, ça veut dire se comprendre en tant qu'humain. Donc, ça veut dire comprendre comment on analyse les choses, comment on recrée l'univers extérieur dans notre tête, etc. Quelles sont les mécaniques. Ça, c'est vraiment essentiel. Ensuite, il y a le vivre ensemble dans une société. Et le vivre ensemble, bah, c'est apprendre les différentes philosophies qui existent et qui ont existé dans l'histoire de l'humanité pour arriver à se positionner, arriver à identifier nos valeurs principales
respectives pour chacun. Et l'économie, ben, l'économie parce qu'on est dans un jeu économique, mais dont très peu apprennent les règles. C'est quand même la monnaie qui organise tous nos rapports humains, la plupart des rapports humains, même dans une famille, il y a des embrouilles avec le fric, hein, etc., etc. Donc voilà, ces trois thèmes pour moi sont centraux. C'est apprendre comment on gère l'information, apprendre différentes philosophies pour apprendre à dialoguer, pour apprendre à s'écouter, pour apprendre à argumenter et apprendre le système économique. Évidemment, moi de mon côté, c'est pour le remettre en question, mais au moins, c'est surtout pour comprendre cette mécanique parce que le remettre en question sans comprendre pourquoi ça merde, euh, ça sert pas à grand-chose. D'accord. Et alors, je connais plein de gens qui ont des avis différents sur l'éducation, et notamment des personnes qui seraient prêtes à supprimer l'éducation nationale. Toi, tu voudrais simplement inclure ces matières-là dans l'éducation nationale telle qu'elle est, ou tu imagines aussi un système d'éducation différent quand tu proposes ça? Bah, la clé d'un savoir bien assimilé, c'est l'utilité. Donc, ce qu'on reproche en général à l'éducation nationale, c'est le bourrage de mou. Oui. Et c'est des informations en fait qui ne serviront pas ou que l'élève en tout cas ne comprend pas pourquoi on le fait passer des heures à étudier des trucs qu'il va pas retenir et donc c'est surtout ça le problème. Mais autrement, l'éducation nationale, qu'il y ait une éducation, enfin déjà le mot éducation, c'est souvent problématique parce qu'il y en a beaucoup qui mettent derrière le bâton et tout ça. Moi, je parle surtout de transmission de connaissances et qu'elle soit le plus utile possible ou qu'on fasse naître ce besoin d'utilité en expliquant les choses de manière à ce que nos cerveaux enregistrent ces informations parce que justement, elles sont utiles. On défend l'augmentation des connaissances en général, donc tout moyen, évidemment, si c'est des écoles comme Montessori ou d'autres choses, voilà, et puis même dans l'éducation nationale, il y a eu des tests qui après n'ont pas été généralisés, mais tu vois, par exemple, sur la question de la philosophie, il y a des tests, il y a même un documentaire là-dessus, où des enfants de 3 ans ou en maternelle commençaient de la philosophie à leur adapter évidemment à leur âge, mais ça voulait dire commencer à apprendre à s'écouter, commencer à raisonner. Bonjour, Frédéric Lenoir. Je vais faire plusieurs fois avec vous des ateliers de philosophie de méditation. Soyez attentif à ce que vous ressentez. J'ai l'impression d'être un bourgeon, mais qui grandit de travers. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux être mortel ou immortel? C'est mieux d'être mortel, comme ça tu restes en train de manger et dormir. T'as peur de la mort ou pas, toi? On nous fait vivre et pourquoi on reste pas tout le temps sur Terre? C'est la question que je me pose. Moi, je voudrais qu'il n'y ait plus d'argent dans ce monde. Tout sera gratuit. Parce que tout est payant dans le monde. Sauf la livraison de chez Amazon Premium. Vous savez ce que c'est que les émotions? L'amour. L'amour, ça peut faire mal au cœur. Et après, on veut plus voir de couleur. C'est un peu dommage. Les amis, c'est comme de l'argent. Sans argent, t'es pauvre. Et sans amis, c'est presque pareil. Des fois, je me dis comment il y a pu y avoir un monde comme ça. Il y a bien une raison. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Moi, c'est ma famille. Il y a aussi de regarder la télé toute la nuit. S'exprimer à travers la philosophie, ça nous aide à voir les choses autrement, à voir les choses ensemble. La philosophie, ça peut aider à changer le monde. Et ça, bah, ça n'a pas été généralisé alors que c'était une réussite. Les enfants étaient équilibrés, ils ne sombraient pas dans la violence et dans le caprice dès qu'il y avait un problème. Et voilà aussi pourquoi on insiste sur le niveau des connaissances. C'est que bien souvent, la violence est très mal comprise, elle est glorifiée dans notre monde. Que ce soit dans les livres d'histoire, avec toutes les batailles glorieuses qu'on apprend et tout ça.
Alors qu'en fait, en psychologie, la violence, c'est l'expression d'une infériorité mentale momentanée, c'est-à-dire d'une frustration. Hmm. Et donc, ça n'a rien de glorieux d'utiliser la violence. C'est même l'inverse. Sauf que, voilà, on n'apprend pas ça. Donc, la violence, c'est la gloire. Donc, voilà, c'est celui qui tape sur les autres, est le plus fort. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est vrai qu'en temps normal, c'est un peu le dernier recours. Normalement, c'est quand on ne trouve aucune solution autre que la violence qu'on est censé l'utiliser. Et il y a beaucoup à revoir là-dessus. Je voulais revenir ensuite sur votre deuxième partie de programme, qui est également, enfin, de toute façon, les trois parties que j'ai vues ont l'air aussi importantes les unes que les autres. Mais il y a donc cette volonté de mettre en place une démocratie que vous appelez donc réelle et directe. Excuse-moi de te couper, ce qui est inutile normalement de préciser direct, réel. C'est la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Point. Sauf que dans ce monde où même la sémantique a été corrompue par des années et des années de magouille, on est obligé de préciser démocratie réelle, directe, pour dire vraie démocratie. Non, non, mais pas de souci. J'allais justement indiquer aux gens qui peuvent se rendre. D'ailleurs, je vais partager vite fait la page sur notrefutur.fr. Donc, il y aura toutes les réponses aux questions qu'on évoque aujourd'hui. Et donc, il y a effectivement l'explication de pourquoi on est obligé de parler de démocratie réelle et directe, en expliquant effectivement ce qu'est une démocratie et que donc il n'y a pas de représentants normalement à la base. Donc voilà, on est déjà plus en démocratie directe, mais déjà plus trop en démocratie s'il y a des représentants. Et donc, je voulais continuer donc sur cette idée de démocratie réelle et directe avec du coup différentes propositions que vous faites. Donc vous voulez conserver les bulletins secrets comme pour les votes actuels et vous envisagez notamment d'autres modes de scrutin comme le jugement majoritaire. Je ne sais pas si c'est le seul que vous envisagez, mais en tout cas vous l'évoquez sur votre site. Et vous évoquez aussi une démocratie qui aurait différentes échelles de gouvernance. Donc je ne sais pas si tu veux un peu nous parler de tout ça. Oui, bah, donc en fait, nous, on fait que des propositions dans la page que tu as vue, parce que c'est aux citoyens de décider ce qui sera le plus pratique, le plus efficace. Donc voilà, il y a le jugement majoritaire, il y a d'autres méthodes et tout, mais l'important en fait, c'est que chaque point de vue dans une situation donnée puisse s'exprimer à part égale, qu'elle puisse être argumentée et après le bon sens de l'humain, parce que j'y crois quand même au bon sens, fait qu'en général, on choisit des options qui sont harmonieuses, quoi. Sinon, quand on choisit la guerre, c'est qu'on a un problème psychologique, justement. Donc, on revient au cours de psychologie, comme on dit souvent, hein, une société de tarés, ben, t'auras beau mettre le système entre guillemets parfait, ça générera toujours une société de tarés qui marche sur la tête. Donc en fait, ça, c'est avec Mosika, qui est un autre groupe qui défend les idées post-monétaires, mais lui qui n'est pas du côté politique, qui est plus du côté éducation populaire et tout, hein, et puis qui a aussi une vocation politique, mais un autre avec d'autres idées, dans le sens où eux, le principe, c'est de sensibiliser tout le monde, de demander à chaque citoyen, est-ce que vous voulez ce genre de société, une société post-monétaire? Et lorsqu'il y a suffisamment de personnes qui veulent cette société, on bascule. Voilà, ça c'est leur principe. Mais bon, voilà, c'est une des formes de transition. Mais ça, c'est encore un autre sujet, la transition. Eux, donc, justement, ils prévoient plusieurs échelles de décision, tout simplement parce que il y a des choses qui ne concernent que le quartier où tu vis, d'autres qui concernent la région, d'autres qui concernent la zone culturelle, quand tu parles la même langue ou que tu as les mêmes références. Et puis après, tu as les échelles plus grandes, le continent, et à la fin, la planète, pour des questions qui concernent tous les humains. Voilà pourquoi, dans ce décryptage, il y a plusieurs échelles de décision. C'est-à-dire que quelque chose qui concerne le quartier plus loin, toi, si tu n'es pas dans ce quartier-là, ben, ça ne te regarde pas, quoi, il se débrouille. Oui, oui, non, clairement. Voilà. Donc, c'est un peu une échelle communale, quoi, on va dire, Très bien. du réalisme. Avec effectivement certaines questions comme la santé ou l'éducation qui peuvent être gérées à des échelles plus larges, mais effectivement, il y a des questions qui ne concernent que notre commune, voire que notre quartier, voire que notre immeuble. Et donc, chaque décision peut avoir son échelle de gouvernance.
Ok, et le dernier point important aussi pour que cette démocratie marche, vous évoquez la transparence. Peut-être tu veux évoquer aussi pourquoi c'est important de mettre en place une transparence pour que ça fonctionne? Donc, bah oui, la transparence totale des institutions. Alors attention, faut mettre des garde-fous, hein. La vie privée, pour nous, elle doit rester la vie privée. Mais dès qu'on franchit l'extérieur et qu'on a une influence sur l'extérieur, là, on est dans la sphère publique. Et donc, bah, pour cette sphère publique, rendre transparentes toutes les données, quoi. D'accord, y compris pour les entreprises? Le droit le droit du secret des affaires aussi? Ah bah ça n'existe plus ça, Ouais, dans une société post-monétaire déjà. Donc oui, c'est ça vrai. n'existe que pour les magouilles. Donc ça c'est clair et net. Quand on commence à planquer des choses, c'est qu'on fait de la pourriture derrière. Donc que ce soit des mafias ou même le petit magouilleur du coin en travail au noir ou je sais pas quoi. Enfin bref. Non, on sait que la transparence est l'ennemi des magouilleurs. Et du coup, le dernier point, qui est le point par lequel je t'ai connu principalement, quand tu te présentais aux législatives en 2017, je me présentais également. Et donc moi, je te connaissais sous l'étiquette de post-monétaire et de l'après-monnaie. Du coup, ce serait de construire une économie post-monétaire. Donc tu as déjà évoqué la question à plusieurs reprises depuis qu'on a commencé. Et donc l'idée serait de démonétariser, c'est comme ça qu'on dit, la société. Et du coup, bah, ça, c'est un changement majeur. Je pense que les deux premiers points qu'on a évoqués, tout le monde peut à peu près l'appréhender dans la société actuelle. Mais une société sans monnaie, alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ce serait? Je vais faire l'avocat du diable, mais ça veut dire revenir à l'âge de pierre, c'est ça? Bien sûr, c'est même revenir au Moyen Âge. Bref, non, en fait, post-monétaire ne veut pas dire pré-monétaire. Donc, ça veut dire qu'on fait avec les connaissances qu'on a actuellement. Donc, ça veut dire ni monnaie, ni troc, ni échange. En gros, on n'utilise plus la notion de valeur et de rapport de force quand on crée des choses et quand on prend des choses. En fait, c'est une civilisation de l'accès. Et bien souvent, la première réaction, c'est de dire oui, mais par quoi vous remplacez la monnaie? Et on dit mais par rien, sinon les connaissances, justement. C'est-à-dire que ce qui fait société actuellement, c'est la monnaie parce que c'est dans un des paramètres un outil de confiance. Vous ne connaissez pas le kidam qui passe dans la rue ou qui est marchand ou quoi que ce soit, mais vous connaissez la monnaie qu'il utilise et lui connaît la vôtre. Et donc, cette relation se fait parce que la confiance passe par l'outil monétaire. Si on supprime l'outil monétaire qui sert de confiance, comment rétablir la confiance entre humains qui ne se connaissent pas? Voilà, et ça passe pour nous par la connaissance de la psychologie humaine, la connaissance libre, justement dans tous les modes d'emploi de fabrication, dans l'établissement d'un marché. Parce que dans une économie post-monétaire, il y a toujours un marché, mais il faut en revoir la définition, c'est-à-dire c'est juste mettre en relation l'offre, c'est-à-dire les besoins et les ressources. Voilà ce que c'est un marché post-monétaire. Mais ça exige de prendre son temps et de bien chaque fois poser les bonnes questions et tout, parce que on a vite fait de s'en faire une montagne, alors qu'en fait, c'est très très simple. Ça marche déjà dans les logiciels libres, quand des gens réunissent des compétences pour l'objectif. Et l'objectif est toujours l'utilité, c'est-à-dire faire un logiciel, pour les logiciels libres, qui soit utile. Personne ne va bosser sur un logiciel qui est inutile. Donc en fait, l'échelle de valeur devient vraiment l'utilité. Mais ça change énormément de choses parce que, par exemple, pour le travail, dans un système monétaire, partager son travail, entre guillemets, tout le monde voudrait bien, sauf que ça équivaut à partager son salaire. Et ça, bah, on fait un peu plus la gueule parce que les pépettes sont importantes. Donc, dans un système post-monétaire, partager son travail, c'est plus un problème, c'est au contraire une solution pour s'économiser de l'énergie, pour que chacun trouve sa place dans la société. Parce que ça, c'est aussi utile, un travail. C'est-à-dire, même quand tu es riche, et les études le montrent, ton cerveau, il continue à tourner. Donc, si tu ne fais rien,
et si en plus tu ne fais rien d'utile, ton cerveau, au bout d'un moment, il se scratch. Et il y a beaucoup d'exemples où les gagnants du loto continuent à avoir un travail. Ils lèvent le pied, ils sont plus dans le stress du manque d'argent, mais ils continuent à travailler, à apporter leur utilité à la société. Voilà, c'est tout un tas de domaines qu'il faut prendre en compte lentement, tranquillement, en posant noir sur blanc les questions. Et en fait, on s'aperçoit que sans monnaie, les choses sont beaucoup plus simples. C'est-à-dire que toutes les connaissances, pareil, dans le monde monétaire, elles sont généralement soumises. Là, on a parlé du secret des affaires, mais il y a aussi le copyright et les brevets. On peut aussi en parler pour justement les médicaments et tout ça, qui ont été bien à la mode. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe dans un système post-monétaire? Il n'y a plus l'utilité des brevets. Ça ne sert plus à rien. Pourquoi il y a les brevets? Parce que dans un monde monétaire, il y a eu des recherches qu'il faut amortir, il y a du matériel, etc., etc. Ça doit être rentable. Oui. Mais dans une société post-monétaire, il n'y a plus que l'utilité. Et donc, on n'a aucun intérêt à brider les connaissances pour que l'autre, plus loin, se soigne. Il n'y a plus le problème de la sécurité sociale, il n'y a plus le problème des EHPAD où les pensionnaires sont réduits à l'état il ne faut même pas le dire, quoi, tellement qu'ils sont écrasés. La servitude des gens de partout. Mais ça change radicalement les choses. Sauf qu'il y a un certain nombre de peurs, justement. Est-ce que le voisin va bien travailler? Parce que tu vois, en général, moi, j'accepterais éventuellement ce genre de truc. Mais est-ce que le voisin, lui, il ne va pas en profiter pour rien foutre? Et comme le voisin, lui, il pense exactement la même chose de toi, et ben en fait, ça avance pas. Mais si on met les choses carte sur table, ça avance. Et l'hypocrisie, elle tombe grâce justement à la transparence, grâce à la connaissance en psychologie, etc., etc. Oui, il y a pas mal de problématiques avec le revenu universel. Moi, je suis plus adepte du revenu universel à la base que forcément se passer de monnaie. Mais tu as très bien évoqué toutes les problématiques qui peuvent être liées aux deux cas. En fait, c'est effectivement se dire que les autres vont pas être capables de travailler, des tâches rébarbatives qui va vouloir les faire dans ces mondes-là. Enfin, c'est un peu toutes les mêmes problématiques qui viennent à chaque fois. Et effectivement, quand on demande aux gens, ils sont persuadés que peut-être 60 ou 70% des gens s'arrêteraient de travailler s'il y avait de tels systèmes qui étaient mis en place. Alors que quand on leur demande à eux s'ils continueraient de travailler, bah 80 ou 90% des gens continueraient à travailler. Dans une partie moins, forcément, mais ils continueraient quand même à avoir une activité. On vaut mieux parler d'activité même que de travail, je pense. Et, et du coup, dans ce cadre-là, ouais, j'avais préparé deux, trois questions, mais tu as déjà répondu à certaines d'entre elles, mais tu as répondu pour la fainéantise, effectivement. Après, il y avait oui aussi peut-être quelque chose qui peut faire peur aux gens, c'est la question de propriété privée. Dans un monde sans monnaie, est-ce qu'il y a encore une propriété privée? Est-ce que si je vis dans un logement, il est à moi? Ou est-ce que s'il est utile à tout le monde, bah, je dois le partager avec d'autres gens? Enfin, comment ces choses-là se passent en fait? Alors, le système post-monétaire, pour moi, ce n'est pas un système communiste. C'est un système où le commun reprend sa place parce qu'on est tous sur la même terre et que voilà, il y a des ressources, il y a de l'eau à partager, etc. Mais ce n'est pas suivant les modèles. Alors après, le souci quand on fait référence à des trucs anciens, c'est qu'on se tape l'historique de ces trucs anciens. Donc il y en a qui diront oui, mais le communisme n'a jamais existé, etc., etc. Donc on n'en sort pas. Donc basta, on ne va pas sur ce terrain. La propriété privée, pour nous, elle existe, mais elle est limitée à l'usage. C'est-à-dire que dans un système post-monétaire, on sera beaucoup plus à l'abri de se faire virer que dans un système monétaire ou dans un système communiste comme ça existait, où c'est l'État qui décide à ta place ou d'autres qui décident à ta place. Pour nous, justement, le système post-monétaire est une garantie d'avoir un chez-soi où tu ne seras pas expulsé pour des raisons de fric ou pour des raisons politiques. Mm. Et ça fait une différence énorme. Après, voilà, il y a la propriété d'usage. Tes vêtements, ils sont à toi. Ton vélo, il peut être à toi si tu l'utilises régulièrement, etc., etc. Enfin, voilà, c'est tout à discuter ce genre de limites. Mais
bien souvent, on confond le problème de propriété avec le problème de l'abus de propriété. C'est-à-dire que là où ça pose problème, c'est dans le terme, entre guillemets, capitalisme d'accumulation de biens. Mais dans un système post-monétaire, à quoi servirait la répartition comme elle est actuellement des logements où on s'aperçoit que, alors je ne connais plus les chiffres par cœur, hein, mais 10% de la population a 60% des biens immobiliers parce qu'ils ont investi dans la pierre, etc., etc. Ben ça n'existe plus. Il n'y aurait plus d'abus de propriété parce que tout simplement, ils n'auraient pas l'usage de tout ce qu'ils ont accumulé. Alors après, il y a d'autres questions de détail comme les propriétés alors pour certains, parce que tout le monde n'est pas dans ces cas, mais les propriétés familiales, où tu n'es pas tout le temps là, mais ça sert de repère à la famille parce qu'il y a les grands-parents, etc., etc. Bon, ça discute, mais c'est vraiment à la marge, quoi. Le problème de l'habitat, par exemple, puisque c'est vraiment ça la clé de la propriété, c'est pas tes slips ou c'est pas autre chose, ton chez-toi. Ben, le chez-soi dans un monde post-monétaire serait beaucoup plus garanti que dans le monde du fric, où tu peux être viré par ta banque, tu peux être viré pour plein de raisons de magouille de fric, ou pour un État qui décide que si tu n'as pas été bien sage, tu dégages. D'accord. Et après, il y avait le dernier point qui était le côté instrument de mesure de la monnaie. C'est quand même bien pratique. Outre tous les défauts que ça a, il y a quand même cet aspect d'instrument de mesure qui est important. Est-ce qu'il y a toujours besoin, du coup, dans un monde post-monétaire, d'évaluer la valeur des activités qui sont effectuées? Et est-ce que si, je sais pas, je m'occupe d'enfants, ça a la même valeur que si je vais construire un barrage pour alimenter en énergie tout le pays? Est-ce qu'il y a toujours besoin de mesurer les choses et s'assurer que tout le monde a comment dire, une activité qui impacte de manière à peu près équivalente le pays pour accéder aux mêmes ressources? Ou est-ce qu'on se passe de ça et on considère que chacun est essentiel à la société, donc il n'y a plus besoin de mesurer ça et on se base sur d'autres indicateurs de mesure que la valeur de l'activité en elle-même? Eh ben, ce serait plutôt la deuxième option. Après, quand on dit chacun fait son activité suivant ses passions, suivant les besoins, suivant l'utilité, il y a toujours des peurs que, en général, le contre-argument, c'est de dire oui, bah, tout le monde voudra être artiste. Ils foutront rien et puis les bâtiments, ils tomberont en lambeaux. Donc, toute la question, c'est la valorisation de l'activité, justement, mais la reconnaissance aussi. Alors, il y a il y a tellement en fait de ficelles à tirer après chaque fois. Si on prend déjà l'exemple de l'artistique, il faut arriver à déterminer à partir de quand l'artistique quitte le côté thérapeutique de l'expression et devient une utilité publique. Par exemple, si vous chantez sous votre douche et que vous avez une très belle voix, ça ne fait pas pour autant un métier, si je puis dire. Vous n'apportez pas votre talent à la société. Oui. Ce sont des choses à mettre en place d'évaluation de voilà, si une chanson plaît, si beaucoup de gens pensent que c'est utile que tu continues dans cette voie d'écrire des chansons, de faire des choses comme ça, eh ben, ça peut devenir une activité. Mais il faut dire avant toute chose que si on répartit le travail qui est déjà à faire comme dans notre société, on va beaucoup moins travailler que, ça rejoint un peu les arguments du revenu inconditionnel, on va beaucoup moins travailler et donc ça va laisser du temps de cerveau disponible pour faire autre chose. Et donc pour s'essayer à des trucs artistiques si on a envie de faire de l'artistique. Et par contre, ce ne sera pas un métier directement. Il faudra qu'il y ait une reconnaissance de l'utilité par plus de monde. Mais ça n'empêchera pas de créer. C'est-à-dire que des fois, il y a des artistes incompris qui seront compris que dans 30 ans. Oui. Donc, ça n'aura pas pu être leur métier. Sauf qu'ils auront quand même pu le faire parce que n'étant plus soumis au fric, il suffit de faire une base de travail déjà reconnue d'utilité publique, on va dire,
pour être déjà dans la société et être citoyen. Et ça ne les empêche pas de développer leur art à côté. Mais c'est vrai que, par exemple, pour être un musicien, un excellent musicien, il faut y passer des heures et des heures tous les jours. Et ça prend énormément d'énergie. Mais ça, pour moi, c'est un métier. Tu vois la différence entre métier et occupation sur ces temps libres. Je n'ai pas répondu à tout ce que ça soulève comme point, hein. C'est vraiment, j'invite à tout le monde à creuser les questions. On a une FAQ, une Frequently Asked Question, sur différents sites qui répondent à ce genre de questions parce qu'en fait, elles reviennent tout le temps. Donc voilà, qui ramassera mes poubelles? Bon, eh ben, faut parler de qu'est-ce qu'il y a dans les poubelles, pourquoi on organise les poubelles qui puent, etc., etc. C'est vraiment des choses. En apportant les connaissances et la transparence, en fait, on s'aperçoit que le bon sens nous donne les solutions. Voilà. Excuse-moi pour cette interruption, mais c'était pour compléter parce que je sens que chaque fois, ça génère énormément de frustration au public. Quand on commence à dérouler le fil, il y a plein d'autres fils qui partent dans tous les sens et plein de questionnements. Oui, Donc, oui, voilà. là c'est un échantillon pour donner aux gens l'envie de se questionner sur ces choses-là, mais après, donc de toute façon, il y aura écrit en gros le lien de votre site, donc notre-futur.fr, et ça renvoie effectivement vers d'autres sites encore, et puis Google est notre ami, et on peut très bien chercher aussi par soi-même des FAQ ou tout ce qui est nécessaire à mieux comprendre la question. La plupart du temps, oui, l'information est déjà assez facilement accessible, mais il faut la volonté de la trouver et être prêt à accepter le changement et se questionner sur ces changements-là et pas juste se dire que c'est impossible. Donc oui, bien évidemment, j'invite tous les gens à aller se renseigner après cette vidéo pour en savoir encore plus. On n'aura pas le temps de tout évoquer, bien évidemment. Mais il faut aussi que chacun se pose la question, voilà, demain, il n'y a plus de monnaie, on n'utilise ni monnaie, ni troc, ni échange. Qu'est-ce que je fais de ma life? Je pense qu'il y en a qui se sont posé la question sans forcément ça, mais déjà rien qu'avec le Covid, en restant enfermés chez eux et en perdant leur source d'activité principale, ils se sont questionnés quand même sur le sens de leur vie. Et ça a été une première étape. Et effectivement, il y a beaucoup de métiers sous tension qui sont vraiment en galère depuis cette épidémie parce que beaucoup de gens ne veulent plus faire des boulots qui n'ont aucun sens ou qui sont ultra mal payés sans aucune reconnaissance. Un des trucs pour valoriser le travail, c'est la signature du travail. Or, dans ce monde, justement, quand on fait un travail, il devient anonyme dans une soupe. On n'a pas de reconnaissance, sinon des fois un petit merci ou des trucs comme ça. Mais pour nous, la signature du travail effectué est super importante parce que ça nous valorise, non pas dans mon ego surdimensionné, mais simplement, voilà, ça c'est le travail que je fais. Donc, à la fois, je suis fier qu'il soit utile à des personnes, mais je le signe autant que possible. Évidemment, il y a des choses qui sont un peu difficiles à signer, mais quoique. Et en plus, ça responsabilise. C'est-à-dire que quand on signe un travail, bah, s'il y a une merdouille, ça met une petite pression sociale, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Ouais, bah oui. Et ça fait une transition parfaite du coup avec la dernière question un peu philosophique que je voulais poser. C'est donc actuellement nos comportements sont très clairement dictés par le système monétaire qui nous englobe. Et du coup, dans un monde post-monétaire, quels seront les comportements qui seront les plus affectés? Est-ce qu'il y aura plus d'altruisme? Est-ce qu'il y aura plus je sais pas, d'écoute entre les personnes, plus de moments d'échange? Ou enfin, je sais pas si c'est un peu trop compliqué comme question et que tu sais pas trop par quel côté l'aborder, mais est-ce qu'il y a des éléments clés qui seraient affectés à propos de nos Moi, comportements? pour répondre à ta question, c'est simplement, il n'y aura plus les mêmes dominations. Et c'est ça qui changera tout. C'est-à-dire que les dominations imbéciles qui ne fonctionnent que parce que des gens payent d'autres gens pour agir à leur place, ça disparaîtra. Et ça change radicalement la société. C'est-à-dire que même pour les violences, quand des puissants veulent taper sur quelqu'un, bon alors on a quelques exemples comme l'affaire Benalla et tout ça, mais ça c'est un peu à la marge. Mais disons que normalement, le système, c'est de payer des gens pour faire le sale boulot. Ça, dans un monde post-monétaire, va essayer de dire ah bah tiens, va taper sur lui là, il m'énerve. Ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir convaincre, il va falloir argumenter, et puis il va falloir poser des questions. Oui, mais l'autre, est-ce qu'il menace vraiment? Est-ce que c'est vraiment la solution de lui mettre un coup sur la tête?
etc., etc. Donc, pour répondre à ta question, c'est vraiment le côté domination. Est-ce que la domination sera la même? Même, tu vois, d'un point de vue patriarcal ou même le salaire des femmes et des hommes différents alors qu'ils font exactement le même travail, ça n'existera plus. Alors que maintenant, et malgré la sensibilisation et la cause féminine du quinquennat Macron, on a vu ce que ça donnait. C'est-à-dire, il y a des changements à la marge, mais fondamentalement, rien ne changera et rien n'a changé et rien ne changera. Avec Donc, concrètement de simples amendes qui représentent un pourcentage minime oui, euh, du manque à gagner pour les femmes. Donc l'entreprise préfère toujours payer moins cher une femme que l'amende qu'elle aura payée. Et tout à fait. effectivement, parmi les seules choses qui ont été faites en parallèle de ça pendant le dernier quinquennat de notre cher président, euh, qui avait mis effectivement, comme tu le rappelais, la cause féminine comme sa grande cause du quinquennat, et des amendes aussi dans la rue pour du harcèlement de rue. Chose qui concrètement, j'ai cru entendre qu'il y avait eu quelques amendes qui avaient été données, mais qui est quand même très compliqué. Il faut qu'il y ait un policier au bon endroit au bon moment qui constate le harcèlement, donc c'est quand même bien ridicule. C'est infernal. C'est ça le problème, si tu veux, dans une société monétaire, tu es obligé de t'appuyer sur des lois, des règlements, et tu ne peux pas t'appuyer sur la connaissance et l'intelligence des humains parce que le système fait tout pour le brider. Et non pas dans un sens complotiste, mais tout simplement dans le bon sens là aussi. C'est-à-dire que à quoi serviraient des gouvernants, à quoi serviraient des élus, etc., si chaque citoyen avait les connaissances pour gérer lui-même la partie de la société dont il est à la limite, tu vois, enfin, pour être intégré dans une société. C'est-à-dire des humains équilibrés, point de vue psychologique, point de vue philosophique et point de vue économique, c'est-à-dire ne plus être en guerre avec les autres en permanence pour leur prendre le fric, parce que c'est ça la politique. La politique, actuellement, c'est choisir qui tu vas arnaquer ou à qui tu vas prendre le fric. Donc, les riches, ils se défendent face à la masse des pauvres. Les pauvres, ils se disent, oh là, le riche, là, il faudrait un petit peu lui prendre son fric, là, parce qu'il en a trop. Et c'est tout le temps comme ça depuis des milliers d'années. On n'en sortira pas et on se tapera sur la gueule en permanence. Donc, voilà, toutes ces logiques font qu'après, il y a des lois, des règlements et tout ça, mais quand on apporte les connaissances réelles, pleines et entières à chacun, tout change. Tout change. Sauf que voilà, avec un système monétaire, on n'a pas intérêt à donner un maximum de connaissances à chacun. C'est toxique pour le système. Il faut qu'il y ait des dominants, il faut que, voilà, une mécanique à étudier là aussi. Là, encore une fois, là, je réponds à tes questions, mais je ne représente pas tous les points de vue post-monétaires, ça, il faut bien le dire. Hein, je suis juste là, à ce moment-là, à l'instant T. Mais je représente voilà, que moi-même, entre guillemets, même si énormément de choses que j'ai pu dire, d'autres post-monétaires sont d'accord. Tu vois bien la différence. Hein. Ok, très bien. Et donc, ouais, je voulais juste revenir au concret là pour la fin de ce live. Et du coup, bah, vous allez vous présenter aux législatives, ça c'est très concret. Et les gens pourront voter pour vous, ça c'est également très concret. Donc, combien il y a de candidats qui se présentent? Est-ce que c'est déjà fixé ou est-ce qu'il y en a encore qui peuvent se présenter pour vous s'ils se portent volontaires? Et comment vous rejoindre, comment vous aider? Et qu'est-ce que voter pour un candidat de NotreFutur.fr peut apporter concrètement? Est-ce que vous espérez avoir des élus ou faire parler de votre cause? Enfin, alors pour commencer, combien de candidats vous avez? Où est-ce que vous vous présentez? Où est-ce qu'on peut voter pour vous? Ok, donc là, pour l'instant, il y a 4 candidats qui sont sur Lyon, mais on est ouvert à toute autre candidature partout en France. Il y en a même probablement qui vont se faire ailleurs. Et il suffit de nous contacter par le site. Il y a la page contact par plein de moyens différents. Donc voilà, que les personnes qui sont sensibilisées déjà à ces questions fondamentales de l'accès aux connaissances pour ensuite avoir une démocratie réelle directe et étudier sérieusement la possibilité d'un système post-monétaire, eh ben, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter. On a besoin vraiment de tout le monde parce qu'en face, ils sont nombreux et ils sont puissants et bien lourds. Hein. Ça c'est sûr, et ils nous le font bien remarquer.
Donc ouais, donc la suite de la question, c'était donc cette campagne, ça vous sert un peu comme le NPA et Lutte ouvrière à faire parler de vos idées, ou il y a un vrai intérêt à avoir un élu post-monétaire à l'Assemblée nationale, voire quatre, voire peut-être plus? Non, on a évidemment aucune chance d'être élu, non pas parce que nos idées sont plus faibles et tout ça, mais tout simplement parce qu'on n'a pas accès au débat pour l'instant et que très très peu de gens savent que ces idées existent. Donc ça, c'est le gros problème. Donc évidemment, ces candidatures sont là pour mettre un coup de projecteur sur cette solution possible. Euh, Après, s'il y avait des élus, ben, ils agiraient pour relever le niveau de connaissance, pour arriver à une démocratie réelle directe et pour réfléchir, que la société réfléchisse à une société post-monétaire. Donc, ce ne serait pas non plus inutile d'être élu. Mais on ne serait pas là, enfin, on ne fonctionnerait pas du tout comme des élus, puisque notre but, c'est la démocratie réelle directe. Donc, en fait, on ne serait que des relais pour faire remonter des informations. Non, puis avec un droit de prise de parole au sein de l'Assemblée nationale. Alors avec un élu, je suis pas sûr que vous interveniez très souvent, mais ça fait quand même des... On n'aurait pas le droit, il faut un minimum de groupes, mais on peut s'associer. Enfin, je veux dire, la configuration merdique qui est actuellement fait que ça se trouve, une ou deux personnes bien placées changeraient l'orientation, quoi. Donc, à voir. Donc vous êtes à Lyon, donc si jamais il y a des Lyonnais qui regardent cette vidéo, ce sera encore plus facile d'agir avec vous. J'imagine qu'il y a besoin de gens pour coller des affiches, pour aller parler sur les marchés, ou ne serait-ce que qu'en parler à votre entourage pour que les gens soient encore plus au courant de l'existence de votre parti. Je ne sais pas si on peut parler de parti politique, mais de votre mouvement. Parce que voilà, on sait tous que malgré les affiches, malgré tout ça, ben, il y a beaucoup de candidats qui, tant qu'ils n'apparaissent pas dans les médias, sont invisibilisés. Et c'est malheureusement votre cas. Après, voilà, on a eu des affiches qui ont un petit peu fait parler parce que j'ai un doute à regarder. Enfin, toi, tu les as vues, je pense. C'est voter pour moi car vous êtes idiot, c'est ça? Ou Voilà. c'était encore autre Donc, chose? ça, c'était écrit en gros, votez pour moi car vous êtes idiots. Donc, les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'habitude, on me flatte. D'habitude, on me dit que je suis le meilleur et que je vais voter pour lui parce qu'il me croit intelligent. Et en fait, voilà, il faut lire aussi la petite ligne qui était sous l'affiche et qui dit votez pour moi car vous êtes idiots aux yeux de ceux qui ne veulent pas d'une démocratie réelle directe parce qu'ils jugent les citoyens incompétents pour décider. Et Ouais. là, ça change évidemment tout le message et avec dessous la signature de notrefutur.fr. Donc voilà l'affiche. Donc effectivement, une société des connaissances innovante, respectueuse, sécurisante et pourtant accessible. Voulez-vous connaître cette solution? Et il y a le renvoi vers le site. Il y a deux, trois trucs en stock de provocation, mais constructifs toujours, hein, dans les flyers qu'on va recevoir et tout ça. Donc, je pense qu'on va un petit peu animer la campagne, même si on sera encore une fois probablement sous les radars médiatiques. Là, on met le paquet sur la communication et puis il y a encore un autre truc. Enfin, voilà, ce sera à suivre. Je pense qu'on peut rigoler. On est quand même les seuls à, quand on met nos affiches, à voir des sourires. Et ça, c'est vachement important, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui se marrent quand ils voient notre affiche. Ils regardent les détails et tout ça, et ils voient l'autre dimension, mais et ça change parce que les autres, quand tu vois les affiches du RN ou de Macron ou même de la France Insoumise, bah ça fait pas rire, enfin ça fait pas sourire. Ça, c'est des affiches classiques. C'est vrai que de toute façon, post-monétaire, c'est à la croisée de plein de choses, même d'un côté spirituel, dans le bon sens du terme, hein, pas perché chez les extraterrestres. Mais voilà, c'est vraiment à la croisée de plein de chemins. Et même, tu vois, quand on parle de... Nous, on rejette le côté droite-gauche parce que pour nous, c'est plus d'un côté le conservatisme et de l'autre côté l'évolutisme. Et ça, c'est important à comprendre, c'est que des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas faire évoluer. C'est le conservatisme. Et ça peut se retrouver même chez les écologistes qui ne veulent pas qu'on détruise la nature. C'est du conservatisme. Oui. Mais il y a des trucs où il faut faire évoluer les choses. Donc, voilà, le côté droite-gauche, en fait, est très, très réducteur. Et c'est, entre guillemets, pour assouvir
enfin pour regrouper des troupes, pour être dans le combat, pour être dans la guerre, mais on n'est pas dans l'intelligence quand on se met dans des barrières comme ça. Et alors, je ne suis pas en même temps, comme disait notre président, mais voilà, il s'agit de gommer aussi certains, non pas clivages, mais certaines postures qui en fait sont complètement contre-productives. Et quand on est post-monétaire, on est aussi pour la réalisation individuelle autant que de mettre en commun les ressources. C'est-à-dire que sans la monnaie, on peut beaucoup plus faire des activités, évidemment en s'organisant pour qu'il y ait l'accès à cette activité, mais on n'est plus soumis aux banques et au bon vouloir des prêts bancaires. Et là aussi, ça change beaucoup de choses. Ouais. Donc, tu vois, même des valeurs, entre guillemets, de droite pour l'activité individuelle pourrait trouver sa part dans un système post-monétaire, autant que d'être dans le commun et de réfléchir à ne pas niquer les ressources pour le plaisir de son égo roi. Oui, oui, et moi je suis assez d'accord, hein. J'essaie de prendre les bonnes idées d'où qu'elles viennent, et les bonnes idées, c'est le bon en fait, c'est même déjà un mauvais terme parce que c'est les bonnes idées selon moi, mais j'essaie en tout cas de prendre les idées d'où qu'elles viennent et de toutes les écouter parce qu'effectivement, il y a ce côté conservateur qui veut nous faire rester sur une position, mais des fois, il y a très clairement une utilité ou une nécessité de changer les choses. Et faut juste en débattre pour savoir si c'est une opinion ou si c'est une réelle nécessité. Et je suis aussi d'accord avec toi pour revenir sur ce que tu as dit juste avant, sur ce côté supporterisme, vraiment des supporters qui soutiennent leur candidat comme un club de foot, et qui fait qu'on a besoin de se sentir appartenir à la droite ou à la gauche, et que c'est très compliqué de se dire que bah, finalement on peut n'appartenir à aucun des deux camps, mais juste regarder ce qui se fait de bien des deux côtés. Et donc, oui, effectivement, ce côté gauche-droite pose énormément de soucis. Je vois que Barmiche poste un commentaire, donc je vais juste regarder. Le poste monétaire n'est-il pas une question secondaire de certains combats plus concrets? Désolé si j'ai demandé, j'essaie de prendre en chemin. Alors, donc, est-ce que oui, effectivement, le poste monétaire, c'est une lutte, une cause principale, ou c'est un combat secondaire d'une autre cause? Eh ben, pour nous, c'est vraiment principal dans le sens où notre société est toute organisée autour de l'usage de monnaie. Et c'est elle et c'est cette organisation-là qui déforme tout le reste. Donc après, voilà, historiquement, il y en a qui disaient oui, alors on va commencer à faire des choses tout en gardant la monnaie et au bout d'un moment, si on n'en a plus besoin, on la fera disparaître. Non, pour nous, c'est un préambule pour résoudre les problèmes. C'est-à-dire que tant que tu as de la monnaie, tu auras un intérêt à faire de l'obsolescence programmée pour continuer à avoir de l'activité, pour continuer à avoir des taxes qui financeront après les services publics, qui seront utiles, etc. Donc, tu seras coincé. Tant que tu utilises de la monnaie, tu es coincé, tout le temps. Mais ça fait peur de se dire, ni monnaie, ni troc, ni échange, qu'est-ce qui reste? Enfin, on en a déjà parlé. Je voulais revenir aussi sur un petit truc, là, juste ce que tu viens de dire sur le côté de politique et tout ça. Moi, je trouve que de plus en plus, on est dans la dévotion et dans le religieux du politique. C'est-à-dire que on l'a vu l'exacerbation avec, je pense, Trump et des gens qui, dès que c'était différent de leur point de vue, accusaient de dire fake news, fake news, fake news. Et en fait, ça amène à des comportements de dévots, mais vraiment de religieux, quoi, face à des idées qui n'ont pas de base religieuse. C'est juste comment dire, je trouve qu'on arrive de plus en plus dans une société où il y a plus c'est plus que du partisanisme, c'est vraiment de la dévotion religieuse, de la croyance. On n'est plus dans le rationnel maintenant. On est de moins en moins dans le rationnel, je trouve. Et c'est terrifiant. Après, je pense que c'est aussi lié au manque d'écoute et à l'individualisme qui fait que ben, on n'a plus forcément de société autour de nous. On a quelques amis, mais on fait plus réellement société. Et étant très individualiste, il y a des gens qui résistent et donc qui ont une voix qui peuvent se faire entendre, et d'autres, et ça c'est la plupart des gens, moi y compris, toi y compris, où on parle là à quelques personnes, mais on parle pas à grand monde, qui, ayant besoin de voir ses propos retransmis d'une manière ou d'une autre, finissent par se retrancher sur les candidats. Donc pour répondre au passage à la question de Chépina qui nous demandait comment se positionner alors par rapport à un candidat, et je pense que le candidat en fait c'est devenu aussi un porte-parole, et on le soutient parce qu'on se dit que si on le soutient pas, il y aura plus personne pour exprimer notre voix,
Et je pense que ça tient typiquement de la psychologie. Je sais pas de quelle manière parce que je m'y connais très mal en psychologie, mais qu'effectivement il y a tout un aspect psychologique là-dedans et que on tient à tout prix à ce que cette personne soit entendue et à ce qu'elle ne soit du coup pas critiquée parce que le propos ne passe plus que par la personne et plus par le groupe. Donc si la personne est attaquée, en fait c'est l'idée aussi qui est attaquée parce qu'elle a aucun autre moyen de se défendre que par cette personne. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce dévotisme, selon moi, auprès des candidats. Ouais, ouais. Et puis la cause, c'est à mon avis, c'est une question de thermodynamie, je crois, dans le sens où c'est la dépense d'énergie. On économise sa dépense d'énergie en passant par une tierce personne qui pensera à ta place. Oui, c'est la facilité, hein. Comme envoyer un tweet, c'est beaucoup plus simple que de sortir dans la rue, se révolter, etc., etc. C'est ce qu'on appelle facilité, mais en fait, c'est juste un rapport de dépense d'énergie et d'économie d'énergie. Que la nature, voilà, c'est la loi de la nature aussi, hein. La nature ne va pas dépenser de l'énergie dans le vide comme ça. Attaquer la monnaie n'est-il pas un combat contre le capital, mais centré sur un cas particulier? Donc, est-ce qu'il se dit qu'effectivement le combat principal c'est la lutte contre le capital, j'imagine, donc l'anticapitalisme, et que la monnaie n'est qu'un des aspects du capitalisme et qu'on s'attaque à ça? Donc, je pense que tu y avais un peu répondu, mais donc toi tu penses que le problème est inverse. Sans monnaie, il n'y a plus de capitalisme, on n'a plus besoin de s'attaquer au capitalisme, si je peux résumer. Si ça rapportait pas d'argent, à quoi ça servirait d'accumuler les choses? À part le côté maladif, et on rejoint encore la psychologie. Mais non, non, ça c'est une erreur fondamentale, et ça, je ne vais pas me faire des copains, mais c'est à cause du marxisme, de faire croire qu'il y a une différence entre l'argent et la monnaie et le capitalisme. Non, c'est tout la même chose. C'est-à-dire que dès que tu as une pièce d'1 euro ou d'un franc ou n'importe quoi, d'une unité, va falloir que tu choisisses chez qui tu vas le dépenser pour t'acheter du pain. Et à partir de ton 1 seul euro, tu vas créer la guerre commerciale. C'est-à-dire que le boulanger qui va te convaincre. Alors on va dire, oui, mais si tu iras chez celui qui fait le meilleur pain. Oui, sauf que tu auras aussi peut-être chez celui qui présente le mieux sa baguette, celui qui a dépensé le plus d'argent, donc il y aura besoin de ressources pour rentabiliser, celui qui utilisera une vendeuse sexy. Voilà, tout ça, c'est avec ta pièce d'1 euro ou d'1 franc. C'est à cause de ça que tout le reste en découle. Pas l'inverse. Mais d'un point de vue politique, c'est vrai que c'est plus facile de dire à des gens qui n'ont pas étudié l'économie, parce qu'il n'y a pas de cours d'économie réel dans notre société, c'est-à-dire que tu apprends que la monnaie, c'est un outil d'échange, mais tu oublies évidemment d'apprendre que c'est un outil d'exclusion. Or, c'est obligatoirement un outil d'exclusion par les prix. À un moment, ton budget, il est limité, etc., etc. Donc, tu recrées la guerre. Et ça, ce n'est pas appris parce que dès que tu l'apprends, tu te dis, mais putain, mais je vis dans un monde pareil. Mais c'est débile. Et donc, c'est insupportable. Tu ne peux pas fonder une société sur des principes qui sont débiles. Sauf si tu masques le côté débile et que tu accuses machin ou X ou Y d'être la cause de ton problème, les étrangers, les riches, etc., etc. La classe dominante, donc bourgeoisie, les riches, n'a-t-elle pas, et c'est là où j'ai pas compris, le capital sous plusieurs formes? Et là, il met Bourdieu entre parenthèses, donc je sais pas si ça te parle, toi, le capital sous plusieurs formes. Ouais, je vois à peu près ce qu'il veut dire, enfin j'espère. Mais encore une fois, et on l'a vu d'ailleurs dans la crise du Covid, dès que la vitesse de rotation monétaire, et d'ailleurs j'invite chacun à aller voir sur notre site les vidéos explicatives économiques, sur la vitesse de rotation monétaire baisse, le système y vacille. Donc il n'y a plus besoin d'être dans un rapport de force, de révolution et tout ça. Le moins on utilise de monnaie, plus on change les choses et plus on fait vaciller le système. Donc, on peut continuer, parce que ça fait plus de 100 ans hein, de croire qu'on va être révolutionnaire, on va prendre des armes, ça va changer quelque chose, alors qu'en fait, ceux qui ont le fric, ils auront les meilleures armes. Donc, au final, tu te feras toujours massacrer et tu seras toujours de la merde. Donc, non, pas besoin de ça. Le moins tu utilises de la monnaie, le plus tu sabotes le système. Mais le saboter du côté intelligent, quoi. C'est-à-dire que tu ne détruis pas les humains ou quoi que ce soit. Non, c'est le système auquel tu attaques. Et ça rejoint l'objection de croissance et la simplicité volontaire.
quand tu es dans la simplicité volontaire, tu n'es plus dans la course à l'achat qui fait tourner une machine qui est folle. Ça change tout. Et pour aussi la question avant sur est-ce qu'il vaut mieux voter pour quelqu'un qui est plus dans le concret et tout ça? Je dirais sûrement pas. Et là, je suis vraiment clair et net dans le sens où si tu votes pour des gens qui, comme LFI ou des choses comme ça et tout, ce sont des serviteurs du système monétaire, quoi qu'on en dise. Même si il y a des idées qui sont proches, même s'ils posent des questions intelligentes, etc., beaucoup plus que d'autres qui sont avec des œillères, ok là-dessus. Mais concrètement, c'est maintenant qu'il faut changer les problèmes climatiques, les problèmes d'environnement. Or, ça ne se fera jamais avec plus de fric. Tout simplement parce que des problèmes générés par l'usage de monnaie ne peuvent pas être solutionnés par de la monnaie. C'est impossible. C'est mathématique, c'est de la logique pure. Donc, vouloir continuer à réformer, parce que c'est quand même des réformismes, hein, des réformistes, les filles et tout ça. Bon, il y a un côté révolutionnaire, et puis ça dépend aussi parce que c'est une grande famille et tout. Mais bon, en résumé, c'est quand même des gens qui pensent que la monnaie, ce n'est pas le problème. S'ils avaient les clés de la banque, ça irait mieux. Non, ce serait la guerre, tout le temps. Toujours pour aller piquer le fric de l'autre. Et ça, on ne s'en sortira pas. Sauf si on met en lumière des idées post-monétaires. Voilà. Et juste une dernière question de chez Pina qui sera très bien pour conclure la vidéo. Et puis je mettrai des liens dans la description de la vidéo quand je la posterai sur YouTube pour que les gens puissent accéder plus facilement à l'information. Elle nous demande comment se renseigner sur ces sujets d'économie. Y a-t-il des livres que vous conseillez pour étendre ses connaissances dans ce domaine? Et du coup, c'est là où je mettrai des liens, soit directement vers l'achat des livres, ou si c'est des liens de livres libres d'accès vers la lecture du livre directement en accès libre. Donc voilà, si tu as, si t'as des liens ou des livres qui sont bien pour s'enseigner sur ces sujets-là, peux-tu nous les partager? Oui, alors il y en a plusieurs, il y en a qui sont totalement libres. Les ressources, on les a mis aussi sur notre site Notre Futur. Alors c'est à la fin du site, mais on peut y arriver directement par le plan, parce qu'on peut avoir accès au plan sur toutes les pages, qui fait, ça s'appelle, je crois, la culture post-monétaire, et donc qui reprend tous les bouquins qui parlent de ces idées-là. Et il y en a qui sont en accès libre, téléchargeables. Il y en a d'autres où malheureusement on reste dans la sphère marchande, mais parce que voilà, il y a toujours des coûts d'impression, etc. Mais ça existe, donc il n'y a pas de problème et les ressources sont accessibles. Ok, très bien. Bon, ben, on va arrêter là. Je te remercie pour cette interview que tu m'as accordée. Je vous souhaite plein de réussite dans cette campagne et j'espère que vous aurez des soutiens qui arriveront grâce à cette vidéo et tout simplement parce que vos affiches attirent aussi des soutiens et que vos idées font adhérer des gens à cette cause. Voilà, ben, je sais pas quoi rajouter de plus. Je sais pas si tu as un mot de la fin et puis on s'arrêtera là. Merci à toi et nous on a besoin de cerveau, on n'a pas besoin de moutons. Donc viendez, participez, amenez votre pierre à l'édifice, quelle qu'elle soit, sauf la jeter sur les autres. Mais à part ça, voilà.